Charles Pépin, bonjour. Bonjour. Vous êtes né en 73 à Saint-Cloud et vous avez grandi au côté d'une sœur à Boulogne. Votre père catholique et votre mère juive algérienne vous laissent le choix de votre religion. Algérie française. Et vous êtes baptisé à 7 ans. Vous prenez cette décision. Oui, si on peut appeler ça une décision. Bon, en tout cas, oui, c'était l'idée. Bon, vous dites que vous avez traversé l'adolescence en parlant trop vite, avec un rythme saccadé, et que vous étiez sans cesse interrompu, vous ne pouviez pas aller au bout de vos idées. En tout cas, je devais avoir peur d'être interrompu. Je ne sais pas si je l'étais, mais je me dépêchais pour pouvoir caser ce que j'avais à dire. Mais je me suis vengé toute ma vie, puisque je ne fais que parler maintenant, qu'obliger les gens à m'écouter dans des salles fermées. D'abord des salles de classe, de lycée, ensuite des salles de conférences, de cinéma. Donc voilà, je me suis rattrapé. Vous êtes rattrapé, mais vous êtes rattrapé aussi en écrivant, puisque votre première dissertation de philo, vous dites que c'était comme un cadeau, un temps pour vous, où vous pouviez vraiment vous livrer entièrement, déployer votre pensée. Oui, mais pour être honnête, ce sentiment d'avoir un temps pour moi en écrivant une disserte, je l'ai eu bien avant la philo. Je l'ai eu en français. Je me suis mis dans la tête d'Emiliano Zatopek, le coureur de fond, et c'était un monologue intérieur, et j'ai sorti 3 copies doubles, et là j'ai compris qu'il y avait un monde qui s'ouvrait à moi, que je pouvais être un autre aussi, et j'avais envie d'être écrivain à ce moment-là. Et donc pas étonnant que vous ayez été agrégé de philo, que vous ayez réussi à avoir aussi un diplôme de Sciences Po, d'HEC, que vous deveniez philosophe, écrivain, journaliste, enseignant. Aujourd'hui, vous faites des spectacles à guichet fermé, des spectacles de philo, et vous avez maintenant ouvert une nouvelle salle. Vous êtes au Théâtre de la Porte Saint-Martin, où il y a 1000 personnes qui aussi oui, c'est ça. Viennent vous écouter parler de quoi ? À chaque fois, c'est sur le dernier livre, donc là, c'est Vivre avec son passé, sauf qu'on a... J'ai essayé de casser le schéma de la conférence et de faire un seul en scène, sauf que je ne suis pas seul, et j'invite Étienne Klein comme invité mystère parfois, il y a un musicien, Sylvain Aurel, qui rythme en chanson ce que j'ai dit, il y a une psychothérapeute, Émilie Debeuil, avec laquelle j'ai travaillé pour ce livre, et donc on se retrouve tous à essayer de porter cette idée que le passé peut devenir une force d'avenir sous condition. Justement, nous allons parler, mais tous vos essais, vous en avez une vingtaine à votre actif, ont connu un succès auprès du grand public. Vous êtes, paraît-il, l'écrivain de sciences humaines le plus traduit, français le plus traduit au monde. Parmi les vivants, quand même. Oui, bien sûr. Il y a des morts. Et donc, votre livre, ici présent, Vivre avec son passé, nous parle de tout le questionnement sur le poids de la mémoire, le poids des souvenirs, comment l'injonction au bonheur, comment est-ce qu'on est alourdi, ou comment on peut éviter de crouler sous ce poids-là. Vous allégez quelque chose grâce à ce livre, mais quoi ? Ça, nous allons essayer de le découvrir ensemble. Est-ce que vous êtes prêt à vous livrer à l'exercice d'un petit questionnaire ? Tout à fait. Question-réponse. Et j'aime bien votre intro, parce que pour moi, que ce qui est pesant puisse s'alléger, je crois que c'est le but de la sagesse. Ouais. Alléger, unifier aussi peut-être ? Oui, ça s'alléger aussi. Ne pas disparaître, ne pas être nié, ne pas être évité, mais pour autant être plus léger. Plus léger, oui. Pouvez-vous décrire, Charles Pépin, en 3 phrases, le foyer dans lequel vous avez grandi ? De l'amour, du conflit et de la complexité. La personnalité de votre père ? Mon père, il est autoritaire, il est speed, nerveux, exigeant et avec un grand cœur qui parfois l'encombre. Votre mère ? Ma mère, elle est aimante, elle est douce, elle est entêtée et elle aime faire des choses qui ont du sens pour elle. Voilà. Donc elle est forte ? Oui, les deux sont forts. Ouais. Et donc sécurisant ? Je n'irai pas jusque-là. C'est très compliqué de savoir dans quelle mesure on a été sécurisé par la petite enfance. Je pense que j'ai eu une petite enfance qui a laissé en moi quelque chose d'insécure. Ouais. Il faut dire que mes parents m'ont eu jeune et les deux travaillaient déjà. Et ils étaient même étudiants, je crois. Donc je pense que j'ai été pas mal ballotté, brinque-ballé dans la petite enfance, dans un cadre très particulier, puisque ma mère... Elle avait 3 sœurs et une mère et une tante. Et en fait, j'étais gardé par toutes ces femmes. Exactement. Et donc, j'ai grandi sous l'œil de femmes fascinées par ce petit garçon que j'étais. Surtout que j'étais un petit garçon aux cheveux très blonds et que c'était des femmes qui étaient toutes brunes avec une culture d'Afrique du Nord. Et donc, elle m'appelait quand même le petit allemand, par exemple. Et donc, j'ai été à la fois dans cette petite enfance très regardée et très aimée, mais aussi un peu, on se méfiait de moi. Oui, un peu étranger à... Un peu, exactement. Et je pense que ça... Enfin, j'ai fait pas mal de divans là-dessus. Je pense que ça a créé en moi un rapport à la séduction particulier. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille chercher, il faut qu'on me regarde, et il faut que je convainque de ce que je suis,
parce que c'est pas si facile. En fait, c'était pas un regard si facile à défier. Donc, je pense qu'il y a, au fond, par rapport à toutes les théories de l'attachement sur les premières années de la vie, malgré le fait que mes parents sont plutôt des super parents et qu'ils ont fait au mieux, je pense quand même que j'ai un truc assez insécure au fond, que j'ai corrigé, adouci, apaisé, mais que je viens quand même de premières années assez insécures, en fait. Combien d'années de psychanalyse vous permettent de m'avoir... Alors, j'ai fait vraiment beaucoup de psychanalyse, je crois, 18 ans. 18 ans. Après, il faut expliquer les choses. D'abord, j'ai fait de la psychanalyse comme thérapie après une dépression. Mais ensuite, Ensuite, j'ai réglé des symptômes. Donc moi, je suis un heureux. J'ai eu un rapport heureux au divan. Ça a très bien marché. J'avais des symptômes qui ont sauté, qui ont disparu. Mais après, évidemment, d'autres choses se sont mises en place. Après, c'est devenu une sagesse de vie, en fait. Oui. C'est devenu une hygiène de vie, une éthique aussi. C'est-à-dire que moi, je suis assez agité, assez speed, je fais beaucoup de choses. Et donc, j'ai eu besoin de ce rite, de m'arrêter 2 fois par semaine et d'arrêter de speeder, d'arrêter de jouer, d'arrêter d'être en représentation, d'arrêter de vouloir prouver et d'être un peu là. Voilà. Et j'ai eu une très belle rencontre avec mon psychanalyste. Qui est le même pendant 18 ans ? C'est le même, oui, tout à fait, oui. C'est le même. Il a juste déménagé. Ce qui m'a énervé, parce que sa première adresse, et vous allez comprendre le sens, était rue de Paradis à Paris, dans le prolongement de la rue de la Fidélité. Oh. Et pour moi, c'était toute une philosophie de vie, être fidèle à soi, à son désir, pour arriver au paradis d'être soi, quoi. Et après, il a déménagé dans une rue qui a un nom tout pourri, ça a cassé quelque chose. La rue. Mais ensuite, j'ai découvert d'autres formes de thérapie, plus brèves, et je pense qu'elles sont compatibles avec l'approche psychanalytique. Et dans mon livre « Vivre avec son passé », je milite pour une approche intégrative. Dans mes émissions aussi sur France Inter, j'invite beaucoup de psychanalystes ouverts aux neurosciences, de comportementalistes ouverts à la psychanalyse. Je pense qu'il faut absolument sortir de la guerre des sectes et des chapelles. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que philosophe, j'ai été sauvé par la psychanalyse. Parce que les philosophes, parfois, ils racontent n'importe quoi. Ils sont prêts à justifier n'importe quoi. Ils sont très décollés d'eux-mêmes. Bien sûr, ils sont souvent dans une trahison d'eux-mêmes. Ils sont souvent... Il n'y a pas un principe de réalité, il y a une cérébralité idéologique, c'est très compliqué. Et donc, moi, j'aurais pu peut-être tomber dans ce travers, mais sur le divan, on entend des choses, il y a un effet de réel, et on ne peut pas dire certaines bêtises, quoi. On ne peut pas tomber dans l'idéologie non plus, on ne peut pas tomber dans la secte, comme plein de gens qui sont heideggeriens, kantiens, c'est pas possible quand on est sur un divan freudien ou lacanien. Et donc, je pense que le philosophe et écrivain que je suis devenu l'est beaucoup devenu grâce à l'expérience du divan. Et j'ai d'ailleurs raconté tout ça dans un livre qui s'appelle « Les philosophes sur le divan », un très vieux livre, qui est comme une pièce de théâtre dans laquelle le narrateur, c'est le psy, il ressemble à Freud mélangé à Lacan, et les patients qui défilent dans son cabinet, c'est Platon, Kant et Sartre, et c'est les monologues de leur séance. Et en fait, j'ai donné mes symptômes à Platon, Kant et Sartre comme des philosophes qui vont se soigner sur le divan. Et finalement, je suis devenu le psy. Je suis devenu le psy parce que puisque c'est moi le narrateur du livre. Ah, voilà. C'est bien, et à la fin de ce livre, j'ai voulu devenir analyste. Je me suis posé la question et j'ai eu la réponse, à savoir que ce n'était pas fait pour moi. Je n'ai pas cette qualité d'écoute. Enfin, je ne l'ai pas à cet endroit-là, en tout cas. Mais quand même, je me suis beaucoup intéressé à la question. Ah, c'est très intéressant. On va en parler tout à l'heure quand on sera sur le divan, parce que ça n'est pas fini, votre séance. Qu'est-ce qui, en vous, éteint le feu, Charles Pépin ? Éteint le feu. Oui, le feu qui brûle, l'ardeur qu'on devine, l'espèce de... Ah, qu'est-ce qui l'éteint ? Qu'est-ce qui l'éteint ? Qu'est-ce qui le calme ? Le sommeil. Je suis un adepte des micro-siestes, j'en fais 2-3 par jour, mais je dors assez peu la nuit. Et c'est vrai qu'il y a un moment où j'ai ce feu, presque parfois douloureux. J'ai envie de trop de choses, de faire trop de choses. J'ai envie parfois de trop rentabiliser les journées. Et là, je m'offre des micro-siestes où je voyage, je décolle. Je pars ailleurs dans un monde... 20 minutes ? Ouais, non, beaucoup moins. Je dirais plutôt 10 minutes. Okay. 8, 10, 12. Donc ça éteint le feu. Ensuite, des relations humaines, ou même avec des animaux. Il y a un moment, ça calme, de s'occuper des autres, d'être dans la relation avec mes enfants, par exemple, avec mon amoureuse ou avec mon chat aussi. C'est vrai qu'il y a des moments très apaisants. Ouais. Ça éteint le feu. Mais votre question, elle est bizarre. J'ai un tempérament de feu qui a été diagnostiqué comme ça par tous les thérapeutes, même le sulfure en homéopathie ou le terrain de feu dans la thérapie des schémas. Donc c'est un truc qui me poursuit. À vrai dire, j'ai pas envie de trop l'éteindre non plus. J'aime bien ça. D'ailleurs, j'ai souvent conçu la pédagogie comme ça, donner le feu, donner envie, quand j'étais prof de lycée pendant plus de 20 ans. Donc je me méfie, je ne voudrais pas trop l'éteindre non plus. Voilà. On va l'attiser ensemble. Venez avec moi. Et puis le sport aussi. Le sport, ça éteint le feu. Oui. Ça calme un peu, ça apaise. Ouais. Voilà. Venez avec moi.
Charles Pépin. Oui. Présent, vous devriez dire. Je suis là, je suis présent. Présent avec tout mon passé. Vivre avec son passé. Ouais. Et c'est pas trop lourd pour vous, tout ça? Non, pas du tout. L'idée, c'est de toute façon, il est là. Il est là en chacun d'entre nous, dans notre personnalité, dans nos réflexes, nos goûts, nos dégoûts, nos névroses, mais aussi nos bons souvenirs, notre identité. Enfin, ça fait beaucoup. Donc, ce qui serait lourd, c'est de vouloir le fuir et de se prendre le retour de manivelle, le retour de bâton. Ce qui serait lourd, c'est de se définir par son passé. Attention. Moi, je pense que je suis ce que mon passé a fait de moi, mais pas seulement. Et heureusement. Et la fin de la phrase est très importante. Simplement, pour goûter ce pas seulement, il faut comprendre en quoi on est l'enfant de son passé. Et l'illusion de la modernité, c'est de croire que si je veux être libre de m'inventer, il faut que je me désintéresse de mon passé parce qu'il va me freiner, me déterminer, m'essentialiser. Je crois que c'est une erreur, c'est le contraire. Plus je vais savoir de quoi j'hérite, plus je vais pouvoir m'en libérer. Et c'est pas une illusion de croire qu'on peut toujours manier son passé, qu'on peut en créer une dynamique à partir d'un passé, par exemple, douloureux? C'est pas une illusion de toute puissance? Non, il ne faut pas le voir comme ça. Il s'agit de reconquérir un peu de liberté. Ce n'est pas de la toute-puissance. On ne va pas s'inventer complètement. Et on ne va pas non plus réécrire complètement son passé. On ne va pas non plus le retraiter exactement comme on veut à sa guise. En revanche, on a beaucoup d'outils, et je dirais dans 2 grandes catégories de rapport au passé. La première catégorie, c'est une catégorie d'acceptation. Faire la paix, il y a des choses qui ont eu lieu, c'est comme ça, on ne peut pas les changer, notamment des épisodes. Mais ça, c'est que la plus petite partie. Et la plus grande partie, c'est la réécriture, la relecture, la réinterprétation, le retraitement dans la mémoire de travail. Et là, on a découvert, grâce aux neurosciences assez récentes et ce qu'elles ont produit comme modification dans les méthodes de thérapie, que le passé est quand même un pays dans lequel je peux voyager pour, quelque part, retricoter les choses et relancer la marche vers l'avenir sur des meilleures bases. Je me suis interrogée sur le succès de Anatomie d'une chute, vous savez, ce film au cinéma. Il y a un terrain sur lequel le passé a quand même une prise immense, c'est celui du couple. L'énigme de l'amour. Qu'est-ce qui unit 2 personnes? Pourquoi elles se rencontrent? Par des phénomènes qui sont parfois complètement souterrains et qui sont liés à leur passé. Et oui. Est-ce que vous diriez que pour ne pas se tromper de partenaire, il faut vraiment avoir bien travaillé sur ce passé ou l'avoir, en tout cas, envisagé de façon pure et vraie? Déjà, on ne connaît pas le passé de l'autre. Et vivre avec quelqu'un et aimer quelqu'un, il faut prendre la personne avec son passé. Et d'ailleurs, parfois on est jaloux des ex. On ne devrait pas, parce que la personne qu'on aime, elle est le résultat de son histoire. Et dans son histoire, il y a les ex. Donc si on aime la personne qu'on aime là, maintenant, comme elle est, on devrait aimer les ex qui l'ont fait devenir ce qu'elle est, même si c'était des mauvaises histoires conflictuelles ou autres. Il faut prendre quelqu'un avec tout son passé. Et ensuite, oui, pour répondre à votre question plus simplement, plus je me connais, plus je vais être capable d'aimer, et moins je vais être dans la répétition névrotique, parce que je vais avoir dénoué des choses qui viennent de mon passé. Si je suis amnésique, si je suis dans le refoulement, ou pire, dans l'évitement volontaire d'histoires d'amour qui se sont mal passées, et si je crois que je vais aller de l'avant en tirant un trait sur le passé, en faisant table rase du passé, comme disait Marx, ou en appuyant sur une hypothétique illusoire touche reset, en fait, ça ne marche pas. Et on va, si on a fait un travail sur soi, si on se connaît, si on sait ce qu'on a aimé dans le passé, si on sait ce qu'on a détesté dans le passé, en fait, le passé est plein d'indices. C'est un réservoir d'indicateurs sur ce qui pourrait me rendre heureux maintenant et demain. Et donc, je vais arriver au niveau de la rencontre de l'autre, ce qui est le sujet de mon dernier livre, enfin le livre d'avant. Je vais mieux rencontrer l'autre si je me suis rencontré dans mon histoire et si je sais, au fond, de quelle enfance je suis l'enfant et de quel passé je suis l'héritier, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de bonheur, mais en fait, il s'agit là d'une notion extrêmement dense et complexe, et c'est une visée que nous avons tous, puisque c'est une dynamique vers le positif, vers la vie, disons, la dilatation. Mais dans les faits, lorsqu'on rencontre quelqu'un, parfois on le rencontre pour de mauvaises raisons inconscientes. Parce que justement, mais avec beaucoup d'amour, l'amour est vraiment là. Comment expliquez-vous que parfois le passé est semé des ingrédients qui nous empêchent cette lucidité pour avancer avec lui? En fait, le plus souvent, quand le passé, comme vous le dites très bien, sème des ingrédients ou des choses qui vont empêcher l'histoire d'être belle,
c'est parce que il y a un phénomène de répétition, de compulsion de répétition, mais en général, il y a compulsion de répétition, il y a répétition pathologique quand je ne sais pas, quand je n'ai pas conscience, quand je ne suis pas monté en degré de conscience, quand je ne me suis pas élevé à l'intelligence de mon histoire, et quand je crois qu'il suffit de foncer et d'avancer, ce qui est l'illusion de la modernité. Aujourd'hui, plein de gens pensent ça. Ils vont dire, on ne va pas ressasser, on ne va pas ruminer, on ne va pas s'encombrer, ni de sa classe sociale, ni de ses névroses, ni de son enfance, ni de ses parents. C'est du passé. Pas du tout. C'est présent. C'est présent dans le corps. Justement, c'est présent dans la mémoire ou dans cellulaire. le cerveau. Les deux, c'est la même chose en fait. Le corps, c'est le cerveau. Donc c'est présent dans l'inconscient aussi d'ailleurs, si on veut l'entendre au sens freudien et spirituel. En fait, c'est tout moi. Tout mon passé persiste dans le présent. Vous pouvez appeler ça la libido chez Freud, l'inconscient, ou vous pouvez appeler ça la réminiscence chez Proust, vous pouvez appeler ça la mémoire cellulaire, appelez-le comme vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que le passé, il n'est pas du passé. Donc quand je rencontre quelqu'un, tout mon passé est là. Et ce qui fait que la rencontre a lieu, c'est que les deux passés devenus présents, les deux passés restés présents, se rencontrent. Et d'ailleurs, il y a des mauvaises rencontres, comme vous l'avez dit, mais c'est ça qui est beau. Si c'était sûr. Et parfois, elles sont faites pour nous faire avancer sur ce point-là précisément qu'on n'aurait jamais pu régler si on n'avait pas fait cette mauvaise rencontre et qu'on n'avait pas souffert. Ouais, mais même les bonnes rencontres aussi sont faites pour nous faire avancer. De toute façon, même dans une belle rencontre, il y aura un peu de souffrance. Il y aura des choses intenses, qui vont nous remuer. Qui vont faire mal, notamment quand on retombe amoureux. Ça peut aussi réveiller des blessures d'enfance, des blessures, la crainte de l'abandon, la crainte de la trahison. Toutes ces blessures de l'enfance, elles peuvent être réveillées par une belle rencontre. De toute façon, la vie, c'est le mélange. Et il faut sortir de la pensée duale et de la pensée dichotomique. C'est ce que je fais de livre en livre. Dans mon travail sur l'échec, je dis il n'y a pas échec ou succès. Dans mon travail sur le passé, je dis le passé n'est pas opposé au présent, ni même à l'avenir. Mais moi, j'aurais envie de vous rétorquer que dans tous ces livres, on a l'impression que vous parlez d'une capacité active de mobiliser des outils pour dépasser des choses qui nous enfermeraient. J'ai l'impression qu'à chaque fois que... il y a toujours cette histoire de dynamique. Mais, vous trouvez ça trop optimiste ? Trop optimiste ou trop peut-être circonscrit à la volonté. Et je dirais qu'il y a des... Oui, mais attention. En fait, c'est vraiment une bonne question. Tout mon travail, c'est de critiquer le trop de volonté. Oui. Mais de montrer que la volonté est une belle faculté quand on ne mise pas trop sur elle. D'accord. Du coup, la question, c'est comment on fait pour pas penser quand tu veux, tu peux, mais quand même vouloir. Et là, j'ai plein de réponses possibles de livre en livre, mais la réponse principale, c'est qu'il faut vouloir ce qu'on veut soi-même. Pas ce que notre classe sociale ou nos parents, ou l'époque, ou la mode, ou l'idéologie dominante veut pour nous. Autrement dit, il faut vouloir dans la fidélité à son désir profond, à son aspiration personnelle, alors à ce que Lacan appelle son désir, ce que Bergson appelle la mélodie intérieure de sa subjectivité. Mais du coup, comment on fait ? Comment je vais savoir si mon effort pour vouloir maintenant vivre avec quelqu'un, changer de métier, changer de département, j'en sais rien. Comment savoir si ça me ressemble ? Parce que pour Bergson, je suis libre quand ça me ressemble, quand mes actions expriment ma personnalité, un peu comme les œuvres d'un artiste disent qui est l'artiste. Et la seule façon, c'est de se tourner vers son passé et dire, mais en fait, il y a 20 ans, quand j'ai fait ça, quand j'ai vu ces gens-là, ce métier-là, ce pays-là, ça a chanté. Là, j'ai commencé à entendre la mélodie intérieure, qui est la mienne. Et en revanche, quand j'ai fait cette école de merde, quand j'ai bossé avec ces cons qui se pressaient comme des poules sans raison pour des objectifs méprisables, là, ça n'a pas chanté. Là, je me suis refermé, je me suis étiolé. Mais c'est la mémoire qui va me guider vers l'avenir. Ça, on ne le voit pas comme ça souvent. On pense que la mémoire, c'est un stock figé d'éléments passés. Pas du tout. C'est un réservoir mouvant et fluide d'indices et d'indicateurs sur comment je pourrais me réaliser demain, être heureux, idéalement, mais surtout aller de l'avant, ce qui est le sous-titre de mon livre. Aller de l'avant dans la fidélité à ce que mon passé a fait résonner comme chose qui me plaise, me corresponde et me ressemble, au fond. Certains philosophes emploient le mot volition. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Une volition, c'est un acte de la volonté. Donc c'est un effort qui s'inscrit dans la durée et qui poursuit un but. Alors évidemment, c'est un peu volontariste comme mot. En fait, on pourrait dire aussi il y a des élans, des aspirations, mais... des transports. D'ailleurs, j'ai une chronique récente sur France Inter sur le sujet. Je répondais à une question d'un auditeur. Est-ce que c'est vrai que quand on veut, on peut ? Non, vous avez bien raison d'être soupçonneuse. C'est une des phrases les plus bêtes qui soit.
quand on est insomniaque, quand on n'arrive pas à avoir d'enfants, quand on n'arrive pas à faire plein de choses, et on veut, et puis plus on veut, moins on peut. Et bien souvent, on n'en peut plus de trop vouloir. Et il faut se relâcher. D'injonction. Et donc, j'essaie de travailler, en tout cas dans les 4 derniers livres, cette dialectique entre l'effort de la volonté et la cessation du vouloir, qui va être la condition pour que finalement, l'effort de la volonté qui a préexisté produise enfin son résultat. Par un abandon. Ouais. Par un lâcher-prise, par un accueil, par un relâchement, mais qui, je crois, ne peut produire cet effet de grâce qu'à la condition de succéder à un effort de la volonté. On l'a tous vécu, par exemple, on est en train de réfléchir, ça vient pas, on va nager, on va marcher, et ça vient. Ou alors on dort... Comme une évidence, comme une grâce, comme ça quelque vient, chose qui nous est donné. Ça vient comme si on était remerciés d'avoir un peu cessé d'insister. Et si vous jouez au tennis, c'est ça un service. En fait, quand on fait un service au tennis, ça c'est une des méthodes, au moment de l'impact, en fait, on lâche le manche. C'est comme si on lançait la raquette et on la rattrape dans la même seconde. Donc en fait, le moment de l'impact qui fait que la barre part vite et fort, c'est un moment de lâcher prise. On a lâché le manche et on l'a ressaisi et on le lâche parce qu'on le tenait avant. Donc je crois quand même qu'il n'y a de lâcher prise heureux que parce qu'on a eu une prise et parce qu'on aura une prise après. Quand même. Est-ce que vous pensez que l'homme moderne est quand même écrabouillé par l'injonction à être heureux ? Ou est-ce que vous... Parce que non, je pense nos ancêtres n'avaient pas ce désir absolu du bonheur. Écoutez, c'est pas l'injonction la pire. L'injonction à la performance, l'injonction à la productivité, l'injonction à la perfection, tout ça, ça fait plus mal que l'injonction au bonheur. En revanche, oui, ce qui nous tue, c'est trop d'injonctions. Trop de devoir-être et trop d'injonctions paradoxales, d'injonctions contradictoires. Et en même temps, le philosophe longtemps kantien ou hegelien que j'ai été pense aussi que, oui, c'est beau le devoir-être. C'est beau de se dire « je dois être mieux que ce que je suis ». Donc en fait, il faut garder le devoir-être, garder l'idéal aussi régulateur. Et c'est bien de vouloir être mieux ou plus que ce qu'on est. Puis l'intensité aussi, c'est bien. Mais sans être tyrannisé. Je pense qu'il faut avoir un rapport doux à l'injonction, mais garder l'injonction. Un rapport doux à l'injonction. Ouais, je pense que c'est bien de se dire « tu dois », mais simplement d'avoir de la douceur dans cette voie. Quoi. Tout ce que vous dites m'intéresse parce que je vois en sous-jacent la question de la peur comme vraiment un frein à ce que vous décrivez comme processus. Oui. Il est très difficile d'arriver à cet endroit où vous lâchez la raquette, à cet endroit où vous vous abandonnez, où vous lâchez prise, s'il y a en sous-jacent une forme de peur. Et c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure de votre enfance, parce que je crois que la sécurité qu'on obtient dans les premières années archaïques de nos vies, enfin dans l'archaïsme de nos vies, la sécurité qu'on obtient, c'est vraiment un cadeau que nous fait la vie, pour après ne pas être tout le temps dans un climat de peur profond. Oui, mais le problème, c'est que beaucoup de membres de cette humanité n'ont pas reçu ce cadeau, je dirais une bonne moitié, et il faut savoir qu'on peut compenser, si on n'a pas eu cette sécurité dès le début. Eh ben, en trouvant des figures d'attachement, des livres, des gens qu'on admire, des choses qu'on aime faire. Donc on peut trouver des stratégies de compensation par rapport à ces années de sécurisation, d'attachement qu'on a mal eues. Et aussi sur la peur, je voudrais dire un truc important, c'est que il ne faut pas rêver à un monde sans peur. L'idée, c'est pas de plus avoir peur, c'est d'avoir un meilleur rapport à sa peur, d'avoir une meilleure relation à sa peur, d'être en paix avec le fait qu'on a peur. Mais c'est normal d'avoir peur. Il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de gens qui me veulent du mal, donc c'est normal d'avoir peur. Toute la question, c'est de ne plus être dans une peur qui paralyse et d'entrer dans un rapport à une peur qui motive. Et vous savez, le courage, c'est pas de plus avoir peur, c'est d'y aller avec sa peur. C'est un peu comme le bluesman qui dit « je ne suis pas seul », je suis avec ma solitude. Et ben, je crois que le courage humaniste d'aspirer à une vie meilleure, c'est pas un courage sans peur, c'est d'y aller avec la peur. Et d'ailleurs, c'était aussi l'objet de mon livre d'avant sur la confiance. J'expliquais que voilà, avoir confiance, c'est surtout pas être sûr de soi, c'est pas avoir éradiqué toutes les peurs, c'est avoir réussi à trouver une sorte d'accord en fait avec cette peur pour vivre avec, ce qui est aussi le cas du passé. On vit avec son passé, mais il ne faut pas l'entendre de façon fataliste ou résignée. Il faut l'entendre comme une invitation à l'action. C'est pas vivre avec son passé parce qu'il est là, donc je ne peux pas le changer. C'est vivre avec. Charger son passé, avec son passé avec lui, j'invente, avec lui, je récapitule, avec lui, je crée de l'avenir. À l'occasion de lui. Je n'ai pas le choix, il est moi, et je suis lui.
Et vous êtes là encore. Merci Charles Pépin d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre dernier livre, excellent et tellement instructif, Vivre avec son passé, une philosophie